Je pense que vous connaissez déjà la chanson, ou au moins le couplet le plus célèbre et belliqueux popularisé au milieu du siècle dernier par Edith Piaf. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ouais, si tu veux. Je peux casser la pastille, moi aussi, monsieur. Ceci dit, son interprétation dégage bien plus une ambiance de révolte prolétarienne, anti-aristocratique et revancharde que l'original. La droite sans enfant nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. C'est la lutte finale. Oups, désolé, erreur de montage. En fait, initialement, les paroles n'étaient pas si violentes que ça comme nous allons le voir. Le chant Ça ira témoigne de l'état d'esprit d'une époque encore enthousiaste, pleine d'espoir envers l'avenir malgré les difficultés. Il aurait été écrit dans la première moitié de l'année 1790 par un certain Ladré, ancien soldat et chanteur de rue, qui s'appuya pour sa création sur l'air du Carillon national, une contredanse de la fin des années 1780 réalisée par Jean-Antoine Bécourt et qui était très appréciée de Marie-Antoinette, semble-t-il. Quel taquin ce Ladré! Oui, ça aurait pu être la musique parfaite pour la page d'accueil d'un jeu Super NES basé sur la Révolution, en effet. En soi, reprendre les mélodies populaires était assez courant. Maxime Cassis précise à ce sujet que 93% des chansons écrites durant la Révolution étaient basées sur d'autres musiques préexistantes. 93. Malheureusement, comme beaucoup de chants populaires, le contexte de la création du Ça ira est un peu flou. On a tantôt dit qu'il avait été entendu dès l'été 89, tantôt qu'il avait été écrit pendant les préparatifs de la fête de la Fédération qui célébrait le premier anniversaire de la prise de la Bastille entre mai et juillet 1790. Quoi qu'il en soit, l'expression ça ira, utilisée avec excès dans les couplets, proviendrait de Benjamin Franklin qui était présent en France entre 1776 et 1785 pour représenter le camp des insurgés américains à la cour de Louis XVI, dans le cadre de la guerre d'indépendance des États-Unis contre le Royaume-Uni. Ayant de grosses difficultés à parler le français, Franklin répondait fréquemment « ça ira, ça ira » lorsqu'on lui demandait son avis sur le déroulement des conflits outre-Atlantique. Comme il était apprécié, l'expression devint populaire et inspira certainement Ladré. Avec son air simple et entraînant, le chant connut un succès certain tout au long de la Révolution et fut repris plusieurs fois. Comme le disait Champfleury en son temps, le peuple n'avait pas besoin de notes, l'air était populaire, chacun y adaptait des vers ou des variantes suivant la fantaisie du jour. Par exemple, ce couplet, postérieur à la version originale, aurait été créé pendant les travaux pour la fête de la Fédération, voire le jour même de la célébration, comme la première fête du 14 juillet s'est faite sous la pluie. Ce dont témoignent très discrètement les tableaux et gravures qui la représentent. Et on commence à le sentir, les paroles se radicalisent déjà à l'encontre des aristocrates. Et c'est dans ce cadre-là, durant l'été 90, qu'un inconnu exalté vint ajouter le couplet passé à la postérité. Il pourrait s'agir de Ladré lui-même, puisque, comme le rappelle Maxime Cassis, son succès reposa surtout sur sa capacité d'adaptation au climat politique du moment. Un opportuniste notoire, en somme, oui. De leur côté, les aristocrates ne tardèrent pas à répliquer, avec une version à la sauce contre-révolutionnaire comme rapporté par le courrier des 83 départements en date du 31 octobre 1790. Popularité, caricature, reprise, le chant fut finalement interdit par le consulat qui cherchait à en finir avec la radicalité des sans-culottes, mais connut un regain de popularité grâce à l'interprétation d'Edith Piaf en 1953 et celle du bicentenaire de 1989 avec notamment des reprises par des groupes de rock. L'anecdote cadeau. Le 14e régiment du Bedfordshire prit le Ça ira comme chant de marche après la bataille de Favard en mai 93 et la victoire des coalisés sur la République française. Le lieutenant-colonel Welbore Ellis Doyle aurait en effet invité son régiment à entonner la chanson pour battre les Français sur leur propre musique. Et on se retrouve avec un régiment royal qui joue un chant révolutionnaire. Cocasse. Fidèles à leur tradition, les Anglais continuaient de voler. Mais il faut tout de même rappeler que l'exécution de Louis XVI en janvier 1793 avait choqué les cours et les bonnes sociétés européennes. Un tas de caricatures en découlèrent, s'appuyant sur les chants comme le Ça ira ou la Carmagnole pour dépeindre les révolutionnaires en une horde de sauvages ou même de démons assoiffés de sang.
Encore une fois, c'est assez ironique de la part de ceux qui avaient décapité leur roi 140 ans plus tôt. À la hache en plus. En ce qui concerne les couplets de la chanson, il y en a beaucoup. Un peu comme la carmagnole qui fut créée postérieurement, le Ça ira est parfait pour être chanté et dansé en même temps. C'est un chant de groupe populaire. Les premiers couplets, comme je l'avais déjà dit, montrent l'enthousiasme révolutionnaire de cette année-là. Malgré les mutins, entendez les aristocrates réfractaires à l'idée d'être dépossédés d'un héritage ancestral, tout réussira. Mais ce qui est surtout intéressant de remarquer, c'est qu'il témoigne d'une certaine transition spirituelle. On y trouve encore de nombreuses références au catholicisme, parlant de chanter Alléluia ou des maximes de l'évangile. Toutefois, ce n'est que pour mieux le critiquer dans les vers suivants. Le vrai catéchisme nous instruira. L'idéal républicain, qui pourrait être incarné par la Déclaration des droits de l'homme, vient balayer l'ancien monde. Bon, il ne s'agit pas vraiment d'une référence à un seul texte, mais de cette nouvelle manière de vivre et d'exister dans la nouvelle société à laquelle aspiraient les révolutionnaires. Quant à l'affreux fanatisme, il s'agit bien évidemment d'une critique de l'Église en tant qu'institution et de toutes ses dérives, s'inscrivant dans un mouvement plus ancien qui remonte au moins à Martin Luther. Non, pas celui-là du coup. Ouais, voilà. Le chant parle de Boileau, qui était vraisemblablement contemporain de Louis XIV, mais on peut aussi évoquer les philosophes des Lumières comme Diderot ou Voltaire et son implication dans l'affaire Calas de 1761. Notons que la constitution civile du clergé, visant à encadrer l'Église au regard de la loi, fut adoptée le 12 juillet 1790, c'est-à-dire peu de temps après la création de la chanson. Et c'est cette réforme qui incarne la mise au pas du clergé et par extension la lutte contre le fanatisme. Le couplet suivant est bien plus serein et enthousiaste, on y parle de chanter lors des fêtes populaires, du bon temps à venir, mais surtout, on pourrait y entrevoir une possible réconciliation entre le peuple et les aristocrates. Dans une moindre mesure. Après avoir évoqué la nationalisation des biens du clergé de novembre 89, le chant témoigne de la popularité de Lafayette, qui est l'homme de la fête de la Fédération. Il est cité à 2 reprises, ce qui témoigne de l'opportunisme politique de Ladré, l'auteur de la chanson. On vante les mérites de l'Assemblée qui doit mener la France entière vers la liberté et le bonheur généralisé, mais en rappelant que rien ne serait durablement acquis si l'on venait à manquer de vigilance. En fait, la logique est un peu similaire à celle des colons américains et leur 2e amendement, je vous en glisse un extrait. La petite différence, c'est qu'en France, il y a eu quelques changements depuis. Les couplets restants appellent à l'union nationale, mais aussi au terrorisme politique en imposant des réformes à l'ancienne aristocratie. Le tout saupoudré d'une pointe d'orgueil assez habituelle dans les chansons révolutionnaires. Enfin, le Ça ira se termine sur un ton martial, prédisant presque les guerres à venir. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de commenter en profondeur, les paroles parlent d'elles-mêmes. La révolution, c'est la paix, comme disait Napoléon. Malgré la popularité incontestable de sa chanson, la situation de Ladré semble pourtant avoir empiré d'année en année. En effet, dans une lettre de janvier 1795 conservée aux Archives nationales, il se plaignait d'être dans la nécessité et réclamait l'aide de la Convention nationale qui accordait en ce temps plusieurs pensions aux hommes de lettres et artistes en tout genre. Nous perdons les traces de Ladré après cette période sans vraiment savoir s'il mourut dans la pauvreté ou chercha simplement à se faire plus discret. Mais il serait tout de même ironique de penser que ce chanteur de la Révolution, certes opportuniste, aurait péri dans l'indigence comme beaucoup de déçus qui ne connurent pas les améliorations attendues de la part de ces nouveaux systèmes politiques qui, après avoir fait chuter la tyrannie, devaient apporter le bonheur au monde entier. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ami mélomane, abonne-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai encore quelques chants révolutionnaires à présenter, puis promis je passe à une autre époque, parce que plus je fais de recherches sur le sujet, plus je découvre de dizaines de chants intéressants, et je pourrais continuer longtemps comme ça. Allez, réjouissons-nous, le bon temps viendra.